en béton, immenses masses de terre, constructions complexes, quand elles doivent disparaître du paysage, il faut parfois avoir recours à l'explosif. Une technique de haute précision avec des moyens très importants et un grand savoir-faire. Comment se déroulent ces chantiers pour le moins explosifs? C'est le sujet de cette émission. Bienvenue dans Xenius. Vous l'aurez deviné, on va mettre le feu aux poudres, mais sous conditions contrôlées, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment on dynamite un bâtiment dans les règles de l'art. Nous avons choisi cette carrière bavaroise en guise de laboratoire à ciel ouvert pour vous offrir un spectacle plus explosif que le tempérament de Caro. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une parfaite petite détonation préparée par les artificiers derrière nous. On se croirait dans une émission culinaire, mais je vous garantis que ce n'est pas le genre de recette à tester à la maison. Pour ne rien vous cacher, j'ai un peu le trac. Mais tout va bien se passer, j'en suis sûre, parce que nous sommes entre de bonnes mains. Notre expert est une pointure dans son domaine et il va nous initier à son métier. Nous vous présentons sans plus attendre Eduard Reich, maître artificier. Attention, ça va faire boum. Quand la situation est dangereuse, complexe et qu'on n'a pas droit à l'erreur, Eduard Reich est dans son élément. Là où il passe, l'artificier fait place nette. Plus qu'un travail, c'est pour lui une vraie passion. À 5 ans, je savais déjà ce que je voulais faire plus tard. Ce qui m'attirait dans les explosifs, ce n'était pas seulement le bruit et l'odeur de la poudre, mais tout le processus, depuis l'amorçage jusqu'à la détonation. Finalement, mon rêve d'enfant est devenu mon métier. Une maîtrise parfaite de la technique des explosifs, plus de 30 ans d'expérience, des milliers d'interventions. La spécialité d'Eduard Reich, le foudroyage intégral avec une précision quasi chirurgicale. C'est lui qui, à ce jour, a démoli le plus haut bâtiment en Europe. Il travaille avec des explosifs très puissants dans des conditions de sécurité maximale. L'objectif est également de causer le moins possible de dégâts matériels. Des préparatifs minutieux et des calculs détaillés sont indispensables car chaque matériau, chaque construction a des propriétés spécifiques. Comme la coupole de cet ancien gazomètre. L'acier est extrêmement résistant. Le travail en amont doit être particulièrement fiable pour que tout finisse bien. Depuis que l'émission existe, aucun expert n'a fait une entrée aussi fracassante que Monsieur Reich. Bonjour. 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 Dans le reportage, on l'a bien vu, les charges ont été réparties tout autour de la coupole. Elles ont toutes explosé en même temps et la coupole s'est effondrée sur elle-même de façon parfaitement contrôlée et sans endommager le reste du bâtiment. C'est une prouesse incroyable. Pour mieux comprendre, nous allons reproduire ici cette explosion avec ce modèle de coupole en version plus stylisée, on va dire. Allez-vous procéder de la même manière que pour le gazomètre? Le principe est le même. Nous avons le même composant de base, un profilé d'acier. Ici, il est sous forme de plaques métalliques, mais l'épaisseur du matériau est identique et ses propriétés sont analogues. Nous allons donc utiliser le même explosif et les mêmes charges de découpe pour sectionner l'acier. Comment ça fonctionne? Pour la majorité d'entre nous, un explosif, c'est un bâton de dynamite avec une mèche et une énorme détonation. Vous, vous opérez avec une précision chirurgicale. Comment obtenez-vous un tel résultat? Fondamentalement, un explosif a tendance à aller dans toutes les directions. Il s'agit donc de circonscrire son rayon d'action, c'est-à-dire de canaliser la propagation de l'onde de choc. C'est ce que nous allons expérimenter au moyen de cette plaque d'acier. Je vais vous montrer à quoi ressemble une charge de découpe. Ça a l'air inoffensif, mais ça ne l'est pas. L'extérieur est en mousse polyuréthane. C'est juste un revêtement. L'explosif est à l'intérieur? Oui, là, cet élément de couleur verte, c'est de l'exogène, un explosif brisant très puissant.
Sa vitesse de détonation est supérieure à 8000 mètres par seconde, ce qui veut dire que la vitesse du front de flamme atteint 8 km par seconde. C'est inimaginable. C'est très élevé. L'exogène est 3 fois plus brisant qu'un explosif conventionnel. Si je le place sur notre dispositif, on voit bien comment l'explosif est positionné par rapport à la plaque. Voilà comment ça va se passer. L'insert en cuivre va se liquéfier et se rétracter. Et ici, dans l'axe, un jet de coupe va se former. C'est comme si je coupais du beurre avec une lame de couteau brûlante. C'est le même principe, mais beaucoup plus rapide, de l'ordre d'une fraction de seconde. La plaque d'acier est sectionnée en un 100 millième de seconde. Avec ces charges coupantes, on peut sectionner des profilés en acier de plus de 100 mm d'épaisseur de manière très précise. La quantité d'explosifs que vous utilisez doit être adaptée à l'épaisseur de l'acier, j'imagine. Comment déterminez-vous ce paramètre? J'ai un tableau de correspondance auquel je peux me référer. À partir de là, je calcule la quantité d'explosifs nécessaires. Je vais voir mon fournisseur. Je lui dis que j'ai besoin de charges de tel ou tel type destinées à sectionner tel ou tel matériau. Et je ne commande que la stricte quantité nécessaire, parce que c'est un explosif spécifique qui coûte très cher. Par ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue que les explosifs sont dangereux et comportent des risques. C'est pourquoi leur conditionnement est extrêmement sûr. On peut manipuler sans crainte ce cordon détonnant. Oui, justement, ça m'a beaucoup étonné de savoir que l'explosif était à l'intérieur. Vous avez secoué cette cartouche dans tous les sens. On n'est pas censé le stocker dans un endroit sec et le manipuler avec précaution? Autrefois, on devait manier les explosifs avec beaucoup de prudence. La nitroglycérine, par exemple, est très sensible aux vibrations et ne doit surtout pas toucher le sol. Les explosifs modernes sont très sûrs. Nous sommes dans une carrière. Les explosifs encartouchés peuvent être lancés au fond d'un puits de 30 mètres sans exploser. Vous pourriez rouler dessus avec la camionnette sans les faire exploser. Ce type de cartouche n'explose que lorsqu'on déclenche le détonateur. À quoi ressemble un détonateur? Je vais vous montrer. Il se compose d'un tube traversé de 2 fils électriques. Ils sont reliés dans la partie du haut à un filament, comme ceux qu'il y a dans une ampoule. Lorsque le courant traverse le filament, celui-ci rougit et enflamme la perle d'allumage. C'est un peu comme une tête d'allumette. Ça provoque l'explosion du détonateur et la mise à feu des explosifs. Une première explosion est donc nécessaire. Le courant traverse le filament, ça chauffe, ça amorce la charge explosive du détonateur, qui amorce la combustion de l'explosif. J'ai compris. Pour simplifier, on pourrait dire que j'ai besoin d'une petite détonation pour en déclencher une plus grande. Une démolition à l'explosif doit être millimétrée. Ça, c'était la théorie. Dans quelques instants, nous allons passer à la pratique et sectionner en deux notre plaque d'acier grâce à un cordon détonnant. Mais avant, nous allons vous montrer comment déplacer plusieurs tonnes de terre en un rien de temps avec des explosifs. Attention! Les explosions sont brèves, mais colossales. Le chantier dure depuis plusieurs semaines en Bavière. Cette fois, il ne s'agit pas de raser une construction, mais de remodeler un terrain. Tout est parfaitement dégagé. On a des bords libres jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est un résultat très propre. Ce tronçon de l'autoroute A3 est le lieu d'embouteillage chronique. Il a été décidé de l'élargir et de le reconstruire en partie. À Rohrbrunn, en Bavière, près d'un pont d'autoroute déjà achevé, des masses de terre vont être déblayées. 17 explosions sont prévues pour abaisser le sol d'une dizaine de mètres. À cet endroit, le tronçon d'autoroute sera dévié vers le sud pour le rendre plus rectiligne. Un engin fore dans la roche une centaine de trous de 10 mètres de profondeur. Les trous sont ensuite bourrés d'explosifs. 1,5 tonne en tout. La mise à feu est prévue dans 3 heures. Juste avant, un véhicule de police bloquera l'accès à l'autoroute.
Le véhicule allumera son gyrophare et réduira sa vitesse à 50-60 km/h, jusqu'à ce que la circulation s'arrête progressivement et reste à l'extérieur de la zone de danger, à distance du pont. Cela va provoquer des bouchons, donc tout doit être parfaitement planifié. Une fois que tout est sûr, on donne le signal et on déclenche l'explosion. Les automobilistes ne doivent courir aucun risque et les ouvrages ne subir aucun dommage. Le pont, par exemple, ne doit être endommagé ni par les projections de pierre, ni par les vibrations. Edward Reich et son équipe commencent par placer les charges au fond des trous. Les cartouches contiennent un explosif enrobé de plastique qui ressemble à de la pâte à modeler, dans lequel est inséré un détonateur. Celui-ci ne doit pas se déclencher en s'enfonçant. On peut tirer dessus sans qu'il sorte de la cartouche. Le détonateur explose à l'intérieur. L'onde de détonation est transmise à la charge explosive principale, un mélange de nitrate d'ammonium et de fioul. Il s'agit de cette poudre. Elle est spécifiquement adaptée à la destruction de la roche. On déverse 15 kg par cartouche. Lors de l'explosion, des gaz se libèrent. 15 000 litres dans chaque trou. Soumise à cette pression colossale, la roche se fragmente et sa structure se délite. Tous les trous sont remplis. Les charges sont reliées pour déclencher une explosion en chaîne. Juste avant la mise à feu, on déroule le dernier câble jusqu'à la bobine d'allumage. L'autoroute est dégagée? Presque. Alors on y va. Le signal de la mise à feu. En l'espace de quelques millisecondes, les charges explosent les unes après les autres. Ces retards ont deux avantages. La roche se désagrège plus facilement et les vibrations engendrées par le tir sont réduites. « 17 explosions similaires sont prévues sur cette zone. Et c'est à chaque fois un nouveau défi. J'ai toujours une petite appréhension. L'important, c'est d'être très rigoureux. En soi, un explosif est neutre. C'est nous qui lui conférons un pouvoir de destruction. Et c'est donc nous qui sommes responsables. Tout s'est bien passé. L'évacuation des gravats peut commencer. Nous sommes toujours dans notre carrière bavaroise, où nous nous apprêtons à dynamiter une plaque d'acier qui figure la coupole que M. Reich a détruite. Monsieur Reich, la cartouche est fixée sur la plaque, l'amorce est en place. On peut y aller? Pas encore. Techniquement, toutes les conditions sont remplies. Mais nous devons observer quelques règles de sécurité. Plusieurs barrières ont été installées. Vous devez signaler au préalable votre position et respecter les signaux convenus. Il y en a 3. D'abord, un signal continu, puis 2 signaux brefs, on amorce, 3 fois un signal bref, le dynamitage est terminé. Et bien sûr, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'ouvriers en train de travailler, que tout le monde a bien été évacué. Le personnel de la carrière est informé de notre intervention. Nous disposons d'un périmètre de sécurité d'une 50aine de mètres, ce qui est amplement suffisant ici. Des panneaux d'interdiction d'entrée ont été installés et toutes les mesures de sécurité ont été prises. Nous pouvons effectuer le tir. Il paraît qu'en cas d'explosion, il faut garder la bouche ouverte pour ne pas avoir mal aux oreilles. C'est vrai? En principe, non. Cela a une utilité si l'explosion entraîne une différence de pression atmosphérique. C'est le cas lors de bombardements, par exemple. Mais dans le cas présent, la quantité d'explosifs est minime. Pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est aussi valable pour les explosions dans les galeries de mines souterraines, où, effectivement, il y a une certaine pression.
Mais ici, les conditions sont normales. Il n'y a aucun risque en dehors du plan de tir. Hormis le bruit de l'explosion, qui est déjà une nuisance, ces dynamitages peuvent-ils libérer des substances toxiques? Non, a priori, il n'y a aucun risque. Les produits de réaction issus du processus chimique de la détonation ont été testés. Ils sont également employés dans l'exploitation minière et ils sont sans danger pour la santé. Ok, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de débarrasser le plancher. Le câble d'amorçage est bien fixé. On peut y aller. La dernière heure de notre plaque d'acier a sonné. Mais avant, nous allons vous montrer une autre explosion orchestrée par M. Reich. Il s'agit du plus haut bâtiment jamais détruit à la dynamite en Europe. Francfort, février 2014. Trop vétuste, impossible à réhabiliter, la tour de l'université doit être détruite. 116 mètres de haut, 50 000 tonnes d'acier et de béton. La meilleure option, c'est le dynamitage. Eduard Reich a accepté cette mission à haut risque. Personne n'a encore démoli à l'explosif un immeuble de cette taille en plein centre-ville. La tour est entourée de plusieurs autres bâtiments, dont le plus proche se trouve à 30 mètres. Plusieurs annexes et le musée d'histoire naturelle classé monument historique sont à proximité. Un grand hôtel est également dans le périmètre. Et le métro passe à 47 mètres. Les exploitants du réseau craignent que l'explosion ne provoque des fissures dans les tunnels. Des calculs ont démontré que les vibrations n'auraient aucun impact ni sur le métro, ni sur les ouvrages, à condition que le dynamitage se déroule comme prévu. 1400 trous, environ 1 tonne d'explosifs. Un cordon détonnant de 4 km, entièrement doublé au niveau des piliers, où les fils forment des embranchements. En cas de défaillance d'un cordon, il y aura un circuit de secours. Au pire, si le fil casse sur l'arête, il y aura un deuxième aiguillage grâce au double cordon, ce qui est une sécurité supplémentaire. L'arc a bien été préparé. Si ça casse à cet endroit, il passera par là. Eduard Reich a tout calculé dans les moindres détails. C'est des maths plus de l'expérience. Je mesure les masses pour connaître la quantité de béton armé qu'elles contiennent. Et j'en déduis la quantité d'explosifs nécessaires pour fragmenter cette section transversale. L'immeuble de 30 étages est un monolithe à ossature en béton armé avec un noyau central. Eduard Reich veut combiner 2 types d'explosions successives. Premièrement, les charges explosives seront réparties dans les 2 sous-sols pour faire s'écrouler l'ensemble des piliers. Pour s'assurer qu'ils s'effondrent à travers tout l'immeuble, d'autres charges sont placées dans les étages. L'ensemble devrait entraîner le démantèlement de l'armature squelettique. Deuxièmement, le noyau central. Au 5e et 14e étage, des coins seront ouverts à la dynamite pour faire basculer l'édifice légèrement vers le nord en bas et légèrement vers le sud en haut. C'est la méthode dite du semi-foudroyage. Les 2 types d'explosions seront déclenchés à quelques secondes d'intervalle. But de l'opération, réduire au maximum l'étendue des gravats. Au sous-sol, Eduard Reich teste la stabilité des murs et des portes qui doivent être capables d'arrêter des morceaux de béton projetés dans les airs. Le matériau est solide. Il ne devrait pas y avoir de problème. La sécurité est assurée.
Des portes solides, démontables. C'est parfait. Sur le toit aussi, des préparatifs sont en cours. 4 citernes contenant chacune 1000 litres d'eau vont être dynamitées. C'est une mesure d'accompagnement destinée à asperger le nuage de poussière pour favoriser la déposition. 4 jours plus tard, Eduard Reich arrive sur place tôt le matin. Les 30 étages de la tour sont inspectés une dernière fois, les dernières instructions données. Si tu as un troisième homme pour inspecter le côté nord, Les véhicules en stationnement sont enlevés par la fourrière. La police a dressé un périmètre de sécurité de 250 mètres autour de l'immeuble. Personne ne doit être sur les lieux lors de l'explosion. La sécurité civile installe des clôtures. Les routes adjacentes et les bouches de métro sont également fermées. Les préparatifs sont terminés. L'artificier est venu avec son fils. nous avons fait un dernier contrôle de sécurité. 4 personnes ont passé l'immeuble au peigne fin en présence de la police. Cela nous a pris 2h30 pour inspecter chaque pièce de chaque étage. On ne peut pas faire plus. Il ne manque plus que l'autorisation de la police. Nous attendons le feu vert de la sécurité civile et nous revenons vers vous. Il en manque un? Il manque le 4e. Il est devant. Vous avez le feu vert. Toutes les zones ont été inspectées. RAS. C'est bon, on peut y aller. Oui, on peut y aller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feu! Et voilà le travail. Ça vous fait quoi de voir ça? Tout s'est déroulé exactement comme prévu, ça n'aurait pas pu mieux se passer. C'est un modèle du genre. La tour de l'université de Francfort n'existe plus. L'ancien bâtiment de 116 mètres n'est plus qu'un immense tas de décombres. C'est l'heure d'effectuer une première inspection du site. Autour de l'édifice, des tonnes de poussière. Mais à part quelques carreaux de fenêtres brisés, les bâtiments voisins n'ont pas souffert. La zone est nettoyée aussitôt. Avec cette démolition, Eduard Reich a livré le chef-d'œuvre de sa carrière. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Nous avons vu le travail incroyable que représente une démolition à l'explosif. C'est une technique très pointue qui nécessite beaucoup de savoir-faire et du matériel de haute précision. Allez, c'est l'heure, nous allons donner le signal de mise à feu. Attention. J'espère que nous serons récompensés de nos efforts et que notre plaque d'acier sera bien coupée en deux. Je lance le compte à rebours. 10, 9, 8, Il est fort. 7, Je remercie Monsieur Reich 5, et ses assistants. 3, Merci Deux. de nous avoir suivis. 1, 0. Voilà. Wow! Oui! Jésus, Marie-Joseph. Je l'ai senti jusque dans la poitrine. Oui, moi aussi. Attention, ça va exploser. Quoi? Je crois que j'ai perdu une couronne. On a senti une onde de pression. Allez, remets-toi. Allons voir si ça se trouve, ça n'a pas marché. Oui. Elle a atterri là-bas.
Waouh! C'est tranché net. On a l'impression C'est brûlant. que ça a été coupé avec une lame de rasoir. Oui. On voit nettement l'endroit où est passé le jet de découpe.